Il y a eu des cas de réinfection avec date très sporadique. Alors, si ce n'était pas le cas, ça se saurait. C'est-à-dire, il y aurait plein de contaminations, ce n'est pas le cas. On pense peut-être que les formes toutes bénignes qui ne sollicitent pas trop l'immunité spécifique ne sont pas immunisantes. Il faut avoir peur de cela. Il faut avoir peur pour ses parents, pour les personnes âgées qu'il va falloir protéger. Là, oui. Bien, allez, on y va, on commence. Oui. Oui, très bien, parfait. Alors là, actuellement, on va juste finir ce qu'on a fait la dernière fois. On a parlé un petit peu, si vous vous rappelez, de la conduite à tenir devant un trouble conductif. On a détaillé les signes, les symptômes et les signes cliniques qui amenaient le patient à consulter, suite à un BAV par exemple. On a parlé par la suite des étiologies. On les a, si vous vous rappelez bien, séparées en deux grandes catégories, les causes aiguës et les causes chroniques. Et on avait dit que cette séparation a été importante, tout simplement parce que les causes aiguës sont le plus souvent réversibles, ce n'est pas absolu, mais le plus souvent, et que les causes chroniques sont au contraire, dans la plupart des cas, définitives. Voilà. Alors, cette distinction est très importante parce que ça va guider un petit peu notre conduite à tenir. Alors, ça va être quoi la conduite à tenir? Comment on peut traiter un BAV syncopal ou un trouble conductif symptomatique, à votre avis? Ça va finir par l'implantation d'un pacemaker. Alors, il faut qu'on soit sûr que le patient ait réellement besoin du pacemaker, et donc il faut qu'on soit sûr que le trouble conductif est défini. Donc, cette recherche étiologique va précéder quoi finalement? Elle va précéder l'implantation du pacemaker, auquel cas on retiendra l'indication uniquement si c'est une cause irréversible. Est-ce que c'est assez clair et est-ce que ça vous paraît assez logique jusqu'à maintenant? Oui. Oui, parfait. Alors, très bien. Maintenant, on va un petit peu faire la conduite pratique. Comment allons-nous nous comporter de et là, je vous ai dit qu'on allait le faire sous forme d'un mini que je vais lire là immédiatement. C'est un homme de 75 ans. Je ne vois pas ce qui peut être de frappant ici. Ce qui peut être frappant, bon, pas frappant, mais un truc à remarquer, c'est l'âge. Et plus, ça bug. C'est vrai? Oui. Est-ce que la connexion est bonne? Maintenant, elle est bonne. Oui, alors écoutez, Oui, bon. Alors, je vais juste arrêter la vidéo momentanément. Je vais laisser le partage et l'audio. Peut-être que ça va s'améliorer. Voilà. Très bien. Donc, je vous ai dit que ce qui était un petit peu à noter, voilà, chez ce cas clinique, c'est une personne âgée et les troubles conductifs dans l'étiologie la plus fréquente et dégénérative, n'est-ce pas, touchent surtout des personnes âgées. Donc, un homme de sexe masculin, âgé de 75 ans, se présente aux urgences au décours d'une chute survenue dans la rue. Alors, ses antécédents comportent un souffle cardiaque connu, non suivi, une hypercholestérolémie à 2,6 grammes par litre, non traitée, une hypertension artérielle légère, bien équilibrée sous diltiazème. Alors, diltiazème, c'est quoi comme médicament? Inhibiteur calcique bradykardisant. Exactement, très bien. Donc, à l'admission, le patient est parfaitement conscient, n'est-ce pas, et bien orienté. Il a un bon état général et demeure actif pour son âge. Il pèse 80 kg pour 1,70 m. Bon, donc, il est peut-être un léger surpoids, rien de dramatique, n'est-ce pas? Il a un hématome fessier consécutif à sa chute. Alors, son épouse, témoin de la scène, indique que la perte de contact a duré 1 minute environ et que son mari était parfaitement orienté à la reprise de l'état de conscience. Et la première question, ça va être quel signe a motivé le patient à consulter, argumenter? Alors, qui me propose une réponse? Syncope. Mais exactement, syncope. Voilà. Donc là, le motif de consultation est une syncope. Alors, argument? Oui. L'hématome.
fessier. Bah, l'hématome fessier, alors sans mauvais jeu de Témoin mots, d'une hein, chute brutale. d'accord. Alors, sans mauvais jeu de mots, on s'en fout de ses fesses, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas un peu le plus important. Il peut La glisser, durée hein, de la voilà. perte de connaissance et la Exactement. reprise qui est Voilà. rapide et complète. Exactement. Donc là, c'est des éléments en faveur de la syncope. Alors, pourquoi? Parce que toute perte de connaissance n'est pas synonyme de syncope. Ça peut être autre chose. Peut-être que le patient a fait des crises d'épilepsie. Peut-être que, voilà. Et donc, quels sont les éléments qui rendent une syncope? Ben, c'est très simple. Le fait que la perte de connaissance soit brève, vrai ou pas, puisqu'elle a duré qu'une minute, selon son épouse. Donc, premier élément de réponse. Ben, deuxièmement, il y a eu un retour rapide, n'est-ce pas? Et total, un état de conscience complet. Voilà. Donc, c'est une perte de connaissance qui est très rapidement résolutive avec récupération d'état de conscience complet. C'est-à-dire qu'il a perdu une minute, mais quand il s'est réveillé, ben, il était plein, bien présent. Et donc, ça aussi, c'est en faveur d'une syncope. Troisième élément, ben, c'est la chute. Oui, tu as raison finalement. C'est le caractère un petit peu brutal, aigu, n'est-ce pas? Brutal de la perte de connaissance avec chute, souvent par annulation du tonus postural. Donc, ces trois éléments sont en faveur de quoi? De la syncope. C'est très important. Pourquoi? Parce que qui dit syncope dit finalement cause cardiovasculaire. On est d'accord? Oui. Donc, ce n'est pas une cause neurologique, mais c'est une cause cardiovasculaire. Notez juste une chose, comment on a pu avoir ces éléments? Comment on a pu les avoir? On a interrogé qui? Le témoin. Exactement, le témoin, son entourage. Donc, pour faire le diagnostic d'une syncope, finalement, ben, l'interrogatoire de l'entourage du patient, surtout si ses proches ont assisté à la perte de connaissance, est extrêmement, extrêmement utile. Bien. Et donc là, ben, si cette question tombe à l'examen, par exemple, elle est facile. Mais si on vous dit quel est le signe qui amène les patients consultés, si vous dites perte de connaissance, c'est 0, hein. Voilà. Il ne s'agit pas de retranscrire bêtement ce qu'il y a dans le cas clinique, mais il s'agit au contraire de traduire ça en langage sémiologique. Et ce qu'on vous décrit, ce qu'on recherche de vous, ben, c'est le mot-clé syncope. C'est clair? Oui? Il y a des questions? Bien. Deuxième question. Quel élément au pluriel, n'est-ce pas, à l'interrogatoire et à l'examen clinique recherchez-vous pour approcher l'étiologie et préciser leur valeur d'orientation? Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, on vous demande un petit peu de poursuivre l'interrogatoire et l'examen à la recherche de la cause. Alors, vous allez répondre quoi? Qu'est-ce qu'on va chercher devant une syncope? Est-ce que la connexion est bonne? Oui, elle est bonne. bonne. Bien? Oui, très bien, parfait, allez-y. Le facteur déclenchant. Oui, c'est-à-dire? Est-ce que c'est une syncope qui a apparu à l'effort ou bien Parfait. au repos? Très bonne réponse. Donc, tu cherches une éventuelle survenue à l'effort. Non, on cherche Oui, à l'emporte-pièce. Mais oui, c'est la bonne réponse. Donc, je cherche si déjà c'est une syncope d'effort. Alors, pourquoi je cherche ça? Si c'est le cas, ça oriente vers des étiologies particulières, n'est-ce pas? Oui. Donc, je peux poser la question au malade, qu'est-ce que vous faisiez quand vous avez perdu connaissance? S'il me dit, j'étais en train de courir derrière le bus, donc c'est une syncope comment? D'effort. D'effort, exactement. Une syncope d'effort oriente vers quelle étiologie? Rétrécissement aortique. Exactement. En fait, pas uniquement, hein. Pas uniquement rétrécissement aortique, mais quoi d'autre? Hein? Alors, rétrécissement aortique, c'est un cas particulier d'un truc plus global, n'est-ce pas? Et c'est quoi le truc le plus global? Baisse du débit cardiaque. Non, pas vraiment. CMH. CMH, bien, exactement. CMH, c'est la deuxième possibilité. Mais quel CMH? Quel type de CMH? Obstructive, bravo. Et donc, voilà, une syncope d'effort,
oriente vers soit un RAO serré, hein, puisqu'il n'y a que le RAO serré qui donne des symptômes, soit vers une CMH obstructif, une CMO. Et donc, RAO et CMO, CMH obstructif, cardiomyopathie obstructive, ont un point commun, lequel? Comment on peut les Survient sujet jeune. Non, 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 non. Ah, c'est quoi le point commun entre eux? Les hypertrophies du ventricule gauche. Alors, ce n'est pas l'hypertrophie, mais c'est un obstacle à l'éjection du VG. N'est-ce pas? Donc, c'est ça le point commun et c'est ça qui donne la syncope. C'est le fait qu'il y ait quoi? Un obstacle à l'éjection du VG. Donc, cet obstacle peut être valvulaire dans un RAO ou il peut être sous-valvulaire de nature musculaire, n'est-ce pas? Quand il y a une hypertrophie, par exemple, de la chambre de chasse, septale, du septum, et qui va être un obstacle à l'éjection. Il va boucher un petit peu la chambre de chasse et vous allez avoir les mêmes conséquences. Donc, CMH obstructif, CMO et RAO ont un point commun, c'est valvulaire ou sous-valvulaire. Et ces obstructions de l'éjection du VG, quand elles sont serrées, entraînent des symptômes à type de syncope d'effort. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Maintenant, c'est vrai que selon l'âge, ça oriente vers l'un ou l'autre. Hein, voilà. Donc, si c'est un homme âgé, ça oriente plus vers un RAO. Ben, si c'est un sujet jeune, surtout s'il y a une tendance familiale, hein, une notion de CMH familiale, ben, ça oriente plus vers une cardiomyopathie obstructive. Très bien. Et donc ça, c'est le premier élément à rechercher. Quoi d'autre? Toujours à l'interrogatoire. Le caractère récidivant de la syncope. Exactement, le caractère récidivant de la syncope et le caractère comment aussi? Il est récidivant et comment? À l'emporte-pièce. À l'emporte-pièce, c'est-à-dire qu'il survient d'une manière inopinée, au hasard. Et donc, si la syncope survient volontiers récidivante et survient sans motif, sans cause, si elles sont pas au hasard, à l'emporte-pièce, ça oriente vers quoi? Un trouble du rythme. De la conjonction. Vers un BAV. Ben, ça oriente vers un BAV. Donc, les syncopes liées au BAV sont volontiers récidivantes et à l'emporte-pièce. N'est-ce pas? Ça, on l'avait dit, je me rappelle. C'est bon? Oui. Bien. Alors, une autre caractéristique à rechercher. La prise médicamenteuse. La prise médicamenteuse. Prise médicamenteuse, exactement, oui. Ouais, bon. Un truc un petit peu plus précis. Qu'est-ce qu'on recherche à l'interrogatoire déjà? Votre camarade l'a cité en la mettant dans la mauvaise case, en fait. Réfléchissez 2 secondes avant que je vous donne la bonne réponse. Antécédent. Non, des palpitations. Ah ben, si c'est des palpitations qui précèdent une syncope, ça veut dire quoi? L'excitabilité. Vers un trouble de l'excitabilité, bravo. Un trouble du rythme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le patient peut faire un trouble du rythme, par exemple une tachycardie ventriculaire, à titre d'exemple. Ben, si cette tachycardie ventriculaire est mal tolérée sur le plan hémodynamique, elle peut s'accompagner de quoi? Ben, d'une syncope. N'est-ce pas? Donc, les syncopes qui sont dues à des troubles du rythme peuvent être précédées de palpitations. Et c'est une notion qui est très importante à rechercher à l'examen clinique, ben, tout simplement parce qu'elle permet d'orienter vers cette étiologie. Donc, résumons-nous, ben, on va prendre le patient, on va l'interroger sur les circonstances de survenue qui peuvent nous aider à approcher l'étiologie. Donc, s'il nous dit que c'est à l'effort, on s'oriente vers une obstruction du VG, que ce soit un RAO ou une CMO. S'il nous dit qu'au contraire, c'est venu à l'emporte-pièce au hasard et que j'ai eu plusieurs épisodes, ben, ça peut orienter vers un BAV, un trouble conductif. S'il nous dit que la syncope a été précédée d'une palpitation, eh bien là, je m'oriente plutôt vers un trouble du rythme mal toléré. Vous comprenez le raisonnement ou pas? Non. Non?
Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la syncope peut avoir plusieurs étiologies. Bien. Et donc, moi, je vais chercher quoi? Les signes, les circonstances de survenue qui m'orientent vers une telle ou telle étiologie. Je ne vois pas ce que vous comprenez pas, hein, sincèrement. Pour le moment, ça a l'air d'être assez simple. Bien, alors qu'est-ce que vous pouvez me donner comme d'autres arguments pour cette question? Circonstances de survenue. Oui, je les ai acceptés. Oui, est-ce que vous avez d'autres éléments? Bien, alors si le patient vous dit la chose suivante, eh bien, la syncope est survenue parce que je j'étais assis et je me suis levé brutalement. Ça oriente vers quoi? Hypotension orthostatique. Voilà, vous Hypotension voyez? orthostatique. Exactement. Voilà, bah, c'est pas si compliqué que ça. Bien. Alors, si par contre, le patient vous dit que j'ai une syncope, mais qui a été précédée d'une dyspnée avec une douleur basithoracique, ça vous oriente vers quoi? Embolie Embolie pulmonaire. Pulmonaire, exactement. Mais j'avais dit que l'embolie pulmonaire peut vous donner une syncope. D'ailleurs, c'est un signe de gravité, c'est un signe de mauvais pronostic. Est-ce que maintenant vous comprenez le raisonnement? Oui. Ouais, Oui. très bien. Et donc, préciser un petit peu les circonstances de survenue d'une syncope peut vous orienter vers l'étiologie, juste à l'interrogatoire. Allez, on passe à l'examen clinique. Qu'allez-vous rechercher dans ce cas-là? Bradycardie. Bradycardie, exactement, qui oriente vers un BAV. À l'inverse, Présence de Tachycardie. une tachycardie oriente vers un trouble du rythme. Trouble le rythme, oui. Voilà. Quoi d'autre? à l'auscultation, à la recherche du souffle. Exactement. Donc, si vous avez un souffle systolique au deuxième espace intercostal droit, irradiant vaisseau du corps avec abolition du B1, ça oriente vers quoi? RAO. RAO. Voilà. Donc, c'est pas que ça oriente, hein, c'est pratiquement un RAO. Si Fonctionnel. maintenant vous avez un fonctionnel ou pas, on ne sait pas. Ça peut être organique. Alors, abolition du B1, c'est plutôt organique, on est d'accord? Oui. Oui, exactement. Si maintenant j'ai un souffle systolique au deuxième espace intercostal droit avec B2, pas le B1, B2, oui. conservé, ça oriente vers quoi? Un souffle fonctionnel. Un souffle fonctionnel ou même une cardiomyopathie, TMB. une obstruction non valvulaire, non orificielle. C'est bon? Bien. Si j'ai une chute de plus de 20% de la tension artérielle à la mise en orthostatisme, ça oriente vers quoi? Tension orthostatique. Hypotension Vers une orthostatique. hypotension. Vous voyez, donc chaque élément qu'on a cité, qu'on recherche à l'interrogatoire, on peut chercher les signes cliniques correspondants. Si le patient présente une cyanose avec des signes droits et un œdème unilatéral d'un membre, Embolie pulmonaire. Embolie pulmonaire. voilà, exactement. Très bien. Parfait. Allez, on continue. Docteur, Donc, pourquoi le oui, dème il oui, est vas-y. unilatéral? C'est un le- problème circulatoire. Thrombose veineuse profonde. Ah oui, la thrombose, oui, c'est bon. Thrombose veineuse profonde. Exactement. C'est Donc, bon. un œdème unilatéral oriente vers une cause locale, Ok, comme ouais. le fait thrombose veineuse profonde, alors qu'un œdème bilatéral, au contraire, oriente vers une cause systémique. Systémique, oui. Exactement. Bien. Donc, l'auscultation révèle un rythme cardiaque régulier. Oui. Alors, je continue. L'auscultation révèle un rythme cardiaque régulier, mais lent, avec un souffle systolique rapide, 2/6 à la base, irradiant vers les vaisseaux du cou. C'est quoi la base? C'est quoi la base? Les oreillettes. plutôt. La base, c'est pas les oreillettes. La base, c'est soit le foyer orthostatique, soit le foyer pulmonaire. La base, c'est le contraire de la pointe. Voilà. Irradiant vers les vaisseaux du cou, suivi d'un souffle protodiastolique 1/6.
Le deuxième bruit est aboli. Donc là, ça fait quoi, ça? Auscultation, on va faire de quoi? Rétrécissement aortique. D'un rétrécissement aortique. Un RAO organique. Organique. C'est aboli. Ah, oui. B2 est aboli. Le B2 est aboli. Il n'existe aucune incidence cardiaque, ben, c'est bien. Les pouls artériels périphériques sont tous perçus sans souffle. La pression artérielle est de 150-90 en position couchée et 140-90 en position debout. Donc, pourquoi on a pris la tension en position couchée et on l'a répété en position debout? On recherche À la recherche d'une Pour éliminer l'hypotension orthostatique. Exactement. Donc, ça, c'est très important chez un patient qui a fait une syncope, surtout s'il est âgé et surtout s'il est diabétique. Parce que les diabétiques font beaucoup de dysautonomie. C'est un petit peu l'effet de la neuropathie diabétique. Donc, leur système autonome est moins performant et il ne réussit pas à bien maintenir la tension artérielle en position debout. Et donc, ils sont plus sujets à quoi? À l'hypotension orthostatique. Et comment définit-on une hypotension orthostatique? On en profite. Une baisse de la tension artérielle depuis de 20 mm de mercure. Pour la Pour la systolique, il dit pour la 10 mm du mercure pour la diastolique. Donc, une chute de plus de… En fait, c'est plutôt la systolique. Hein? Une chute de plus de 20 mm de mercure, très bien, de la pression artérielle systolique à la mise en orthostatisme. Voilà, c'est-à-dire si vous prenez la tension, vous mettez le patient debout, vous la reprenez et vous trouvez une systolique qui baisse de plus de 20 mm de mercure, eh bien, vous diagnostiquez une hypotension orthostatique. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, la température est de 37, le ascendant dilaté, calcifié. Pourquoi l'aorte est dilatée, à votre avis? Par un effet mécanique. Par un effet mécanique, exactement. Ce qu'on appelle la dilatation post-sténotique. Voilà, quand vous avez une sténose quelque part, ben, il peut y avoir une dilatation de l'aorte. C'est un petit peu l'effet du G et ça vous dilate l'aorte ascendante. Bien. Donc, ça, c'est lié au RAO en fait. Hein. Il n'y a pas de… Bien. Parfait. Donc, le bilan biologique. Alors, le bilan biologique. Ah, mais en fait, la diapo est trop grande. Elle a dépassé le bilan biologique et sans particularité. Très bien. Parfait. Alors, je reviens à la question maintenant. Maintenant, au terme de cet examen, quelles sont les deux principales étiologies à évoquer? Donc, là, vous avez des éléments supplémentaires qui vous aident à rétrécir votre champ étiologique. Donc, qu'est-ce qu'on a pu éliminer, par exemple? L'hypotension orthostatique. Exactement. Donc, on a pu éliminer certaines étiologies. On a pu peut-être éliminer une embolie pulmonaire grave, puisque l'examen est normal, n'est-ce pas? Enfin, oui. Éliminer, le mot est trop fort. Mais quelles sont les étiologies maintenant qu'on retienne préférentiellement? Un rétrécissement organique. Serré. Quoi d'autre? Un BAV. Un BAV, oui. Alors, pourquoi on retient ces deux-là? Parce qu'il y a des arguments en faveur des deux. En fait, il y a un souffle systolique au foyer à la base avec B1, B2 aboli. Donc, ça, c'est un signe de RAO, irradiant vaisseau du cou. Donc, RAO, ça peut être la source de la syncope. Et puis, j'ai un rythme qui est comment? Régulier et lent. Une bradycardie en faveur d'un BAV. Exactement. Donc, pour le moment, je retiens deux causes de syncope probables, les plus probables, le RAO et le BAV complet. C'est bon? Oui? Je passe? Oui. Parfait. Très bien. Alors, un ECG a été enregistré et vous avez le tracé. Voilà. Alors, quel est votre diagnostic électrique et sur quel argument? Un BAV, troisième degré. C'est un BAV du troisième degré, exactement. Un BAV du troisième degré ou un BAV complet? C'est la même chose. Même chose.
C'est la même chose, exactement. Et donc, sur quel argument, voilà, si on te demande d'argumenter, qu'est-ce qui est en faveur du BAV complet? Bradycardie régulière. Bradycardie. Parfait, oui. Des ondes P bloquées. Oui. Ah, il te manque un mot-clé. Dissociation. Dissociation ventriculaire. épiventriculaire, exactement. Alors, pourquoi Oui. c'est un mot-clé? Parce que quand tu dis une onde P bloquée, ça peut être un BAV du deuxième degré. Voilà. Oui. Donc, mais si tu as une bradycardie régulière avec une dissociation épiventriculaire et des oreillettes plus rapides que les ventricules, eh bien là, on est sûr, c'est un BAV complet. Bien. Alors, comment tu vois la dissociation? Est-ce qu'elle est claire? Ah, bah oui. Oui, mais elle est claire parce que regardez, les ondes P tombent un petit peu partout. Hein. Voilà, tu as une onde P ici, là. Alors, il y a une qui, donc je prends la distance entre deux ondes P, la prochaine est cachée sous le QRS. En fait, elle est un peu là. Hein. Voilà, je la vois. Vous voyez le pointeur ou pas? Oui, on voit le pointeur. Vous voyez le pointeur, mais je vais le rendre plus lumineux. Voilà. Là, il y a une onde P ici, il y a juste derrière le QRS. Vous voyez ou pas? Oui. Ah, exactement. Donc, la prochaine est là, là, une autre derrière le QRS. Donc, une onde P qui se vient derrière le QRS, pas normal. La prochaine est là, là, une qui est là. Voilà. Là, là, une qui tombe sur une onde T. Hein, une onde T un petit peu trop ample. Vous la voyez, cette onde T ou pas? Oui. Voilà, on dirait qu'il y a une onde P dessus. Bien. En tout cas, elle devait être là. Prochaine là, là, etc. Donc, il y a clairement une dissociation, hein, puisque les ondes P ne sont plus organisées par rapport au QRS. C'est clairement dissocié. Donc, il s'agit d'un BAV complet. Est-ce qu'on a l'étiologie de notre syncope, là, maintenant? Oui. Ben oui, exactement. Donc, il s'agit d'un BAV complet. Comment? Syncopal. Syncopal. Bravo. Bien. Alors, quel diagnostic électrique retenez-vous? On a un BAV complet, BAV complet, en argumenté. Et donc, la question logique qui vient d'après, ça va être quelle est votre conduite à tenir? Mécanisme de la syncope, donc c'est le BAV, c'est bon. Quelle est votre conduite à tenir dans l'immédiat? Mettre au repos, scoper le malade. Waouh! Très bien, parfait. Continue. En attendant le pacemaker. La venue du médecin. Non, le pacemaker. Dosage troponine. Le pacemaker, très bien. Alors, votre camarade a fait une petite précipitation. Laquelle? Qui peut critiquer sa conduite à tenir? Donc, il dit repos, c'est bien. On ne va pas demander à un BAV de courir le marathon, c'est bien. On y impose le repos. Le scope. Alors, pourquoi le scope? Surveillance. Surveiller le rythme, exactement. Il peut nous faire, par exemple, une asystolie à n'importe quel moment, n'est-ce pas? Oui. Ouais, exactement. Donc, on le scope. Mais en attendant, il dit en attendant le pacemaker. Alors, qu'est-ce qui peut irréversible. Exactement, voilà, exactement. Est-ce qu'on est sûr que c'est une cause irréversible? Non. Voilà. Est-ce qu'on va se précipiter à implanter un pacemaker? Non, très bien. Alors moi, je vais vous sortir un autre argument et vous me dites s'il est valable ou pas. Je peux avoir le raisonnement suivant. Je peux dire que le patient a fait quelque chose de grave, il a syncopé dans le système BAV, il a probablement fait une asystolie. Alors c'est grave, il peut à n'importe quel moment récidiver. Est-ce que ça justifie le fait de précipiter, d'accélérer l'implantation d'un pacemaker? Non. Voilà, exactement. Non, pas du tout. Hein. Ce n'est pas parce que les symptômes initiaux sont graves qu'il faut se précipiter à placer un pacemaker. D'accord? Oui. Qu'est-ce qui détermine le fait qu'on place un pacemaker ou pas? C'est le caractère réversible ou pas. Oui. D'accord, c'est la cause. Est-ce que c'est une cause réversible ou pas? Alors, sachez une chose importante. C'est pas parce qu'une cause est réversible, c'est pas parce qu'une cause est grave qu'elle est forcément irréversible. Et c'est pas parce qu'une cause est bénigne qu'elle est forcément réversible. Vous me suivez ou pas? Oui. C'est-à-dire que la réversibilité ou pas dépend de l'étiologie et non pas de la sévérité du bloc. Je peux avoir un bloc sévère qui donne un état de mal syncopal, mais qui reste une cause réversible. Ou je peux avoir un BAV complet complètement asymptomatique
n'est-ce pas? Mais de cause irréversible. Donc, ces deux entités n'ont rien à voir. Et ce qui me guide l'implantation d'un pacemaker définitif n'est pas la sévérité des symptômes initiaux, mais bel et bien la cause, l'étiologie. Plus précisément son caractère réversible ou pas. Est-ce que cette notion a été bien comprise? Oui. Oui. Parfait, très bien. Et donc, quelle va être votre conduite à tenir? On va éliminer les causes réversibles. Très bien. Alors là aussi, c'est une erreur. Qui peut critiquer votre camarade? On élimine les causes irréversibles. Non, là, il faut voir les buts. C'est-à-dire, je vais, à votre avis, commencer à faire une petite enquête étiologique, n'est-ce pas? Oui. Oui. Hein? Et je vais laisser le patient qui peut resyncoper, voire faire une mort subite en attendant. Non, c'est en même temps. C'est en même temps, c'est-à-dire, je ne peux pas faire des choses en même temps. Je ne sais pas si toi tu peux, moi je ne peux pas. On cherche l'étiologie, en même temps on fait la réanimation. Alors, vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Moi, je vous ai compris. Très bien. Au moins, il y a un qui comprend. Vas-y, explique-moi ce que j'ai dit. On ne peut pas engager une enquête étiologique avec des explorations et tout, alors que le patient traîne dans... Exactement. Ah, tu m'as réellement bien compris. C'est-à-dire que là, j'ai une urgence. Oui. Je ne vais pas placer un pacemaker définitif, c'est clair, pas pour le moment. Je vais d'abord faire une enquête étiologique, mais en attendant que je fasse une enquête étiologique, je vais mettre mon patient à l'abri d'une mort subite. Vous me suivez ou pas? Stimulation temporaire. Voilà, exactement. Et donc là, j'ai une urgence. On avait dit que le BAV complet est une urgence. C'est une urgence médicale. Et avant de passer à l'étiologie, je dois faire quoi d'abord? Je dois d'abord lever l'urgence. Bien. Alors, quel est le risque? Quel risque court mon patient? Une mort subite. La mort subite. Une mort subite, exactement. Très bien. Donc, il risque à n'importe quel moment de faire une asystolie avec une mort subite. Voilà, une asystolie. Et donc, comment pourrais-je le mettre à l'abri? Eh bien, là, j'ai déjà la réponse, la discussion. Donc, il y a deux manières de faire. Alors, il y a une manière douce et une manière plus forte. La manière douce consiste à un petit peu injecter, faire une perfusion d'isoprénaline, d'isuprel. Alors, c'est quoi l'isoprénaline? Bêta-sympathomimétique. Exactement, voilà. C'est un bêta-2 sympathico-mimétique. Alors, qui va avoir les mêmes effets qu'un sympathico-mimétique. Donc, il va renforcer quoi? La contractilité du cœur, la fréquence cardiaque et augmenter la tension artérielle. Mais selon les différentes sympathomimétiques, vous allez avoir une action prépondérante, n'est-ce pas? Donc, si c'est de la dobutamine, ça va être un effet principalement sur la force. C'est un effet inotrope positif. Si, par exemple, c'est l'adrénaline, ça va être un petit peu le tout. Si c'est la noradrénaline, c'est une action principalement vasoconstrictrice. Et si c'est l'isoprénaline, l'action prépondérante sympathico-mimétique va être un chronotrope positif. C'est-à-dire qu'il va faire quoi finalement? Il va accélérer le foyer d'échappement et surtout le rendre plus solide. Et donc, en faisant cela, il va diminuer le risque d'asystolie. C'est bon? Oui. Bien. Et donc, je peux proposer dans un premier temps une perfusion d'isoprénaline. Alors, l'isoprénaline est un sympathico-mimétique à demi-vie très courte. Et donc, il faut que j'assure une perfusion continue. Alors, comment pourrais-je assurer une perfusion continue avec un débit constant? Seringue électrique. Exactement. Donc, je vais utiliser une seringue électrique. Une seringue électrique, c'est ça. Vous la voyez ou pas? Oui. Ouais, donc, c'est un petit appareil qui va pousser
automatiquement, c'est un petit robot qui pousse avec un certain débit que je programme ici, voilà, ben, une grosse seringue dans laquelle je mets le produit. Bien. Alors ça permet de faire une chose. Ça permet de faire quoi? Premièrement, d'avoir un débit constant que je peux moi-même régler. Donc, c'est plus perfusant goutte à goutte, hein, voilà, goutte à goutte ou voilà, ça dépend un petit peu du bras du patient. Voilà. Et puis, si la perfusion s'interrompt, eh ben, l'appareil va sonner. Il va délivrer une alarme sonore. Et donc, tant que ça ne sonne pas, je suis certain que le produit est réellement perfusé. Voilà. Donc, on fait ça pour les médicaments importants où il faut absolument assurer un débit de perfusion constant. Très bien. Alors, c'est une drogue aussi qui est un petit peu très photosensible. Et donc, je dois couvrir ça par quoi? Ben, je dois couvrir et la tubulure, voilà, par un papier opaque. Hein. Voilà. Donc, et la tubulure et la seringue par du papier opaque parce que si je la laisse à la lumière, ben, la lumière va désintégrer, désactiver le produit à la seringue. Je me rappelle d'un patient qui est hospitalisé au service. Alors, ce patient, pour un BAV complet, on a mis une seringue électrique de d'Isuprel. Et donc, le patient ne syncopait plus, on était content. Après 24 heures, le patient récidive, recommençait à syncoper. Et on a essayé de chercher la cause. Mais finalement, il avait une chambre où il faisait très froid. On ne lui a pas donné de couvette, miskin. Donc, qu'est-ce qu'il faisait pour se réchauffer, à votre avis? Il prenait sa seringue électrique, il la mettait au soleil pour que le liquide chauffe ou il batte la chaleur en intraveineux directement. Il voulait se chauffer grâce à sa seringue électrique en intraveineuse, mais en faisant cela, il faisait quoi finalement? Il désactivait la drogue. Il désactivait les Isuprel, ça ne faisait plus rien et le patient a resyncopé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on lui a demandé? D'acheter une couverture. De ne plus refaire ça. Ne plus refaire ça. On ne lui a pas donné de couverture non plus. Dommage pour lui. Il fallait qu'il choisisse soit rester en vie, soit avoir froid. Bien, donc tout ça pour vous dire qu'il faut prendre la précaution de bien couvrir cette perfusion. Bien. Alors, quelle est la deuxième méthode? La sonde d'entraînement temporaire. Exactement. Donc, c'est une sonde de stimulation temporaire, une sonde d'entraînement électrosystolique temporaire. Voilà. Très bien. Donc, alors, c'est quoi le principe? C'est d'aller au bloc et faire une montée de la sonde dans Très bien. C'est quoi cette sonde? Elle ressemble à quoi? C'est quoi cette sonde? C'est un fil guide, voilà. Ah, c'est un fil guide, hein? Voilà, ça, je vais vous C'est la un montrer. fil plutôt, voilà, ça ressemble à ça. D'accord, ok. T'énerve pas. Bien. Alors, je vais juste activer la caméra. Vous me voyez ou pas? Oui. Oui, là, je vais vous montrer ce que c'est qu'une sonde. Ben, j'espère que ça va être visible sur la caméra. C'est ça une sonde. Voilà, je vais peut-être la rapprocher. Vous voyez? Donc, en fait, c'est un simple fil électrique. Alors, vous voyez pas, c'est trop petit, mais il y a 2 électrodes sur la distalité. Puis vous avez un fil. Voilà. Et là, vous avez de quoi connecter le fil à la fin. Voilà. Et donc, tout ça, alors je vais l'entourer pour qu'elle soit visible. Voilà, tout ça, c'est la sonde de Steam. Et donc, il s'agit d'un simple fil électrique. Un fil électrique, bien sûr, stérile. Hein. Je vais introduire à l'intérieur du patient. Alors, je vais l'introduire. Par quelle voie je vais l'introduire? C'est mort alors. Docteur, la luminosité, s'il vous plaît. C'est mieux. Voilà, vous la voyez? Ouais, parfait. Je vais juste centrer. Alors, je vais l'introduire par une veine ou par une artère plutôt? Une veine. Par une veine, exactement. Alors, pourquoi? Parce que c'est plus simple d'accéder à une veine. Et puis, parce que les conséquences thromboemboliques, qui sont toujours un risque quand vous introduisez un corps étranger, sont moins graves dans une veine que dans une artère. Et donc, j'ai piqué la veine. Je vais piquer quelle veine, finalement? Je vais utiliser quelle veine? Sous-clavier. Ben, alors, la sous-clavière, je préfère la laisser pour le PACE, hein, voilà, parce que ça va être le même principe. Et donc, je vais peut-être piquer soit la veine fémorale, n'est-ce pas? Voilà, Oui. qui est plus facile,
soit humérale, soit jugulaire. Voilà. Donc, celle qu'on utilise le plus parce que c'est la plus facile à fonctionner, c'est la veine fémorale. Donc, je fonctionne et j'introduis ma sonde qui est un simple fil électrique. Donc, je vais la pousser, voilà, et puis jusqu'à arriver au niveau de l'OD. Remarquez une chose, l'extrémité de la sonde est comment? Elle est courbée. Vous remarquez ou pas? Oui. Alors, pourquoi? C'est quand elle est flavin cave inférieure, je suis en train de la pousser. Quand elle arrive à l'OD, elle a assez d'espace pour se déboucler. Et si je la pousse, elle va taper contre la paroi de l'OD, très bien, prendre un virage et pénétrer dans le VD. Donc, si elle était toute droite, ben, si je la pose la 20 cave inférieure, où est la 20 cave supérieure, exactement. Donc, le fait qu'elle soit courbée, elle va un petit peu entamer un virage. Voilà. Et si je pousse encore, eh ben, ça rentre dans le VD. Alors, bien sûr, je fais ça sous contrôle scopique. Hein. Je fais pas ça à l'aveugle. En fait, je fais ça en salle KT. Je pousse ma sonde sous contrôle de scopie. Voilà. Et là, vous voyez l'image en scopie de la sonde de STEAM. Vous la voyez ou pas? Oui. Là, elle est au niveau de la 20 cave inférieure. Ensuite, l'OD. Elle va taper contre l'OD, franchir la trique pour rentrer dans le VD. VD. Exactement. Donc, une fois mise dans le VD, qu'est-ce que je fais alors? Est-ce que toute seule, elle peut fonctionner? Ben non, il faut un stimulateur. Non, un stimulateur. Et donc, j'ai utilisé un boîtier de stimulation. Un boîtier de stimulation, c'est un truc qui ressemble à ça. Hein, voilà. Vous le voyez sur l'écran? Oui. Ouais, très bien. Donc, alors, je peux vous montrer un. Effacer. Voilà. Je reviens. Alors, je vais vous le montrer. Le boîtier est là. Voilà. C'est un peu le même. Hein. Donc, le boîtier, remarquez, il a 2 électrodes. Ça sert à quoi? Ben, tout simplement à connecter la sonde. Voilà. Et donc, vous avez le pôle négatif qui va vers le pôle négatif et le pôle positif qui va vers le pôle positif. Voilà. Il ne faut pas se tromper de polarité. Voilà. Donc, je raccorde, je serre bien. Voilà. Et ce boîtier va stimuler le cœur. Très bien. Alors, ce boîtier, ne vous trompez pas, il est petit, mais ça coûte 20 millions. Hein. Ce petit boîtier coûte 20 millions. Alors, pourquoi ça coûte très cher, à votre avis? Parce que c'est du matériel électronique. Ouais, du matériel électronique, ton portable, c'est du matériel électronique plus sophistiqué, mais ça ne coûte pas 20 millions. Si? Si. Wow. Quel frimeur. Alors ça coûte très cher parce que c'est en fait de l'électronique de précision. C'est-à-dire que c'est pas un appareil qui risque de tomber en panne. Alors pourquoi? Parce que ça a un circuit pour stimuler, un contrôleur. Il y a un circuit de secours si le circuit tombe en panne. Il y a un contrôleur de secours si le contrôleur tombe en panne. Il y a un troisième circuit de stimulation si les 2 premiers tombent en panne. Et donc, c'est de l'électronique de précision, si bien que les pannes sont très, 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 très rares, voire exceptionnelles. C'est pour ça que, écoutez, votre portable peut tomber en panne, mais pas ce boîtier. Il est extrêmement fiable. Pourquoi cette fiabilité? Parce qu'une vie peut en dépendre. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on met par la suite dans le boîtier? Qu'est-ce qu'on met? Une pile. Et la pile est chinoise. Zaiba. Voilà, Zaiba. Donc, tout le bénéfice de ce boîtier est annulé par une pile chinoise qu'on met à l'intérieur. C'est pas vrai, hein, c'est une Duracell. Bien. Et donc, là, je vais allumer le boîtier et il va faire quoi? Il va délivrer des impulsions. Voilà. Donc, je l'allume ici. Hop, OK, on, off. Off. Donc, je peux le mettre en on. Voilà. Et je peux régler la fréquence. Voilà. Donc, je l'ai mis à 60. Et là, avec ça, avec ce cadran-là, je peux régler la fréquence de stimulation. Donc là, je l'ai mis à combien? On ne voit pas. 60. Sur l'écran. 60. Voilà, je l'ai mis à 60. Exactement. Et donc, chaque seconde, parce que je l'ai mis à 60, il va délivrer une impulsion électrique. Il va même émettre un petit bip pour que je puisse être sûr
J'entends, pour être sûr qu'il a délivré une impulsion. Vous entendez des bips ou pas? Oui. Voilà. Vous voyez? Donc là, je peux varier la fréquence. Là, j'ai accéléré ou là, j'ai ralenti? Accéléré. Ouais, là, je l'ai mis à 100. Là, je peux le mettre à 30. Voilà. Donc là, je vais mettre 60. 60, c'est une bonne fréquence et c'est une fréquence qui empêcherait le patient de syncoper. Exactement. Bien. Une fois mis, donc j'ai mis ma sonde au niveau du cœur. Ma sonde est reliée au boîtier qui délivre une impulsion électrique, n'est-ce pas? Et comment cette sonde va stimuler le cœur? À votre avis, est-ce qu'elle sera obligée de stimuler la totalité des ventricules? De proche en proche. Voilà. Il suffit qu'elle dépolarise juste les cellules adjacentes. Et vu que le myocarde peut conduire l'excitation va être conduite de proche en proche, n'est-ce pas? Et si elle est conduite de proche en proche, ben, ça entraîne quoi? Ça entraîne une excitation de tous les ventricules. Avec quoi? Avec une excitation. Je peux même contrôler ça. Je peux même contrôler ça par un ECG. Alors, l'ECG, c'est quoi, en fait? C'est l'enregistrement électrique du cœur. Vous êtes d'accord? Oui. Et donc, même les impulsions électriques délivrées par ce boîtier vont être enregistrées par l'ECG. Sous forme de quoi? Sous forme de petites aiguilles comme ça. Des spikes. Des spikes. Oui. Alors, pourquoi des petites aiguilles? Parce que c'est des impulsions électriques extrêmement brèves. Ah, voilà, ça dure en millisecondes. Ah, avec une amplitude de 2 volts, je peux régler ici le voltage. Je peux mettre 6 volts ou là 4 volts, ou là, ça dépend du seuil. Donc là, c'est 6 volts. Donc, chaque seconde, il délivre une impulsion extrêmement brève de 6 volts qui va stimuler le cœur. Et si ça réussit, ça entraîne quoi après le spike? Si mon spike est efficace, un QRS. Un QRS large ou large? Large. Large, exactement. Pourquoi large? Parce que la conduction se fait de proche en proche. Proche en proche, exactement. Là, c'est ce que j'appelle un rythme électrostimulé. Voilà. Et un rythme électrostimulé, c'est ça. Vous le voyez ou pas? Oui. Ouais. Donc, ça, c'est les fameux spikes délivrés par mon boîtier, véhiculés au cœur à travers la sonde électrique. Et puisque mes spikes sont à chaque fois efficaces, ça entraîne quoi? Un QRS? Un QRS large. Exactement. Et donc là, finalement, qu'est-ce que j'ai créé? Docteur, j'ai pas compris cette notion de spike. Donc, je vais t'expliquer. Et qu'est-ce que j'ai créé? Un foyer d'échappement. Un foyer d'échappement artificiel, exactement. Voilà. Un foyer d'échappement artificiel qui, lui, va avoir un mérite, c'est qu'il ne s'arrête pas, il n'entraîne pas d'asystolie. Encore faut-il que le boîtier fonctionne bien. Encore faut-il que la pile soit en forme. Alors, il y a un petit indicateur de pile. Hein. Voilà, je vais vous le montrer. Là, c'est écrit low, vous le voyez ou pas? Low battery error. Donc, quand il y a un problème avec la pile, ce voyant s'allume avant qu'elle s'épuise. Bien. Alors, je réexplique, en fait, pour votre camarade. Donc, finalement, mon boîtier va faire quoi? Régulièrement, selon la fréquence que j'ai réglée, à travers la sonde électrique, il va délivrer une stimulation électrique du cœur qui va finir par se propager de proche en proche et m'entraîner une excitation des ventricules avec ce électrocardiogramme, un QRS. Mais comme cette impulsion est de nature électrique et comme l'ECG, c'est l'enregistrement de l'électricité, et bien même l'impulsion délivrée par le boîtier va être captée par l'ECG. Elle va être captée sous forme de quoi? De petites aiguilles que vous voyez ici, je montre par les flèches. Et ces petites aiguilles sont appelées des spikes. Donc ça, c'est quoi finalement? Ça, c'est un petit peu l'électricité délivrée par le boîtier. Vous remarquez que là, par exemple, il délivre chaque 75, chaque 70 pratiquement. Il délivre à une fréquence de 70. Et si cette stimulation électrique est efficace, si cette aiguille a pu me dépolariser les ventricules de proche en proche, eh bien, elle va être suivie forcément d'un QRS large. Et donc là, ça me permet de vérifier que mon pacemaker externe, mon boîtier de simulation externe, fonctionne correctement puisque chaque spike est suivi de QRS. Docteur, il stimule les foyers d'échappement? Non. Il crée un foyer d'échappement artificiel, il stimule le cœur. Il stimule
Ben quoi? Les cellules adjacentes à la sonde. Donc, la sonde est posée sur le PD. Il va stimuler quoi? Les cellules adjacentes. Et si ces cellules, c'est ce groupement cellulaire qui est trop près de la sonde a pu être dépolarisé par l'impulsion électrique, ben, l'excitation va cheminer de proche en proche. Tu me suis ou pas? Oui. Oui, donc on dirait qu'il a créé, comme si qu'il a créé quoi? Un foyer artificiel d'échappement. D'accord? D'accord, merci. Et ça l'avantage de mettre le patient à l'abri de la systolie. Bien, alors il y a une question à laquelle on n'a pas répondu au cas clinique. On est passé un petit peu, voilà. Quels sont les mécanismes probables de la syncope? Alors, regardez. Systolie bradycardie. La systolie. Et la bradycardie. C'est au pluriel. Oui. Systolie bradycardie. Et donc, un BAV complet. Non, non, non. Allô? Salam. Wallah, alhamdulillah, où t'as fait ça? ما زال ما كملتش كمل لو كور تاعي ونجي نشوفو ان شاء الله. قول لي صبر واحد اون ديمي اور 3 كار دون نكمل. نجي ليكسبلوراسيون نشوفو تما ولا نديه معايا. صح. Bien. Donc, qu'est-ce que je disais? Le mécanisme de la syncope. Donc, le premier mécanisme, c'est la systolie. Oui. Oui. Le deuxième. La bradycardie. Non, la bradycardie donne très rarement ça. Il faut qu'elle soit extrême. Hein. Ce n'est pas le principal. Quel va être le deuxième mécanisme? Puisque là, on vous demande deux, c'est au pluriel. Eh bien, deuxième mécanisme, ça va être la torsade de pointe. Rappelez-vous. Alors, pourquoi la torsade de pointe? Parce que les BAV entraînent une bradycardie. Il donne la torsade. Exactement. La bradycardie allonge l'intervalle QT et tout allongement de l'intervalle QT, même lié à une bradycardie, peut exposer au risque de torsade de pointe. On l'avait dit ça ou pas dans le cours? Oui. Ouais. Bien, exactement. Torsade de pointe. Bien, allez, on continue. Donc, c'est bon, on a mis notre patient à l'abri de syncope, puisque maintenant, il a une sonde de style. Maintenant, j'ai un petit peu énoncé deux méthodes, n'est-ce pas? Alors, vous allez choisir quoi, laquelle? Enfin, quoi, laquelle? N'importe quoi. Vous allez choisir laquelle? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Contre-indication. En fait, oui. Non, de la disposition. La sévérité. Alors, il peut y avoir une contre-indication à quoi? À l'isuprel et la contre-indication. Oui, parce que c'est un bêta-2. Dans les cardiopathie ischémique, parce que c'est un bêta-adrénergique, effectivement. Bien. Donc, s'il n'y a pas de contre-indication, vous choisissez quoi? L'isuprel. L'isuprel. Voilà, pourquoi l'isuprel? Pourquoi pas une sonde de steam? En fait, chacune a un avantage et un inconvénient. D'accord, attendez. Chacune a un avantage et un inconvénient. Alors, le coût, oui, bon, on a une économiste. La sonde est invasive. Alors, c'est quoi l'avantage de l'isuprel? L'avantage, c'est que c'est très facile à mettre en œuvre. Ce n'est pas invasif, n'est-ce pas? Il suffit d'avoir une voie, un pouce seringue, le produit, et c'est bon. Oui. Le désavantage de l'isuprel, c'est que c'est moins fiable. Oui. Ça permet d'exalter le foyer d'échappement, de le rendre plus solide, plus rapide. Ça diminue considérablement le risque d'asystolie, mais ça ne le supprime pas. L'avantage maintenant de la sonde de stimulation temporaire, c'est que c'est beaucoup plus fiable, puisque ça crée un foyer d'échappement artificiel par une stimulation externe, par un boîtier qui est fiable. L'inconvénient, c'est que c'est un peu invasif, parce qu'il faut fonctionner une veine, une sonde, elle peut thromboser, ça peut entraîner une thrombophlébite. Donc, c'est un peu invasif. Donc, on a le choix entre une méthode simple à réaliser, mais d'une efficacité non parfaite, et puis une méthode qui est fiable, mais qui peut comporter un certain nombre de complications. Et donc, vous choisissez laquelle?
Les Uprel. Les suprêmes, d'accord. Donc, il n'y a pas moyen de te faire changer d'avis, c'est incroyable. Hein. Eh bien, Bon, d'accord. ça dépend. Attends. Ça dépend un petit peu de la sévérité du BAV. Donc, si vous avez un BAV qui est plutôt inquiétant, complet, ben là, je préfère choisir la méthode la plus fiable Bien et sûr. le temps de stime. Voilà. Si maintenant j'ai un BAV complet, un petit peu moins inquiétant, je peux, par exemple, essayer les Uprel dans un premier temps. Et alors, quel paramètre peut vous aider dans votre choix? Instabilité hémodynamique. Alors, je vais faciliter encore ma La question. fréquence cardiaque. Très bien, la fréquence du foyer d'échappement, très bien. Mais il y a un autre paramètre, peut-être plus pertinent même. Il y a combien de types électriques de BAV complet? Combien d'aspects électriques? On peut choisir sur l'organisation du foyer d'échappement. 2. Deux, lesquels? QRS large et fin. Bravo. Donc, il y a les BAV complet QRS large, c'est-à-dire infrahaïtien. Il y a le BAV complet QRS fin, c'est-à-dire qu'il est supra ou intrahaïtien. On est d'accord? Oui. Alors, il y a le siège de bloc. Exactement. À chaque fois qu'il est bas situé, il est plus exposé à la systolie. Très bien, c'est parfait. Maintenant, remarquez une chose. Agda, quel est plus dangereux? Les deux sont dangereux, on est d'accord. Les deux peuvent exploser la systolie. Les deux, c'est des urgences. Mais le risque est encore plus important dans le BAV complet, à QRS large. QRS large. Exactement. Et donc, si par exemple, j'ai un BAV complet à QRS large, symptomatique syncopale, là, c'est un petit peu trop dangereux et je ne peux pas me fier juste à l'Isuprel. Qu'est-ce que je fais? Son d'entraînement. Voilà. Pour cela, je préfère mettre d'emblée une sonde d'entraînement, d'emblée mettre la solution la plus fiable, même si c'est un petit peu la plus agressive. Ouais. Maintenant, si j'ai un BAV complet, pas aussi symptomatique, donc il a eu que des lipotymies, qui a une fréquence d'échappement pas très lente, aux alentours de 40, et qui a QRS fin. Ben pour cela, c'est vrai que c'est une urgence, c'est vrai qu'il y a toujours le risque d'asystolie, mais il est un peu moins grave que le premier. Et donc, pour cela, je peux m'orienter vers, dans un premier temps, vers quoi? Les Uprel. L'Isuprel, exactement. Les Uprel. Voilà. Maintenant, si je vois que le patient ne répond pas à l'Isuprel, malgré l'Isuprel, il continue à avoir des symptômes où il ne s'accélère pas, là, j'opterai pour une sonde. Son d'entraînement. Ouais. Alors, moi, je me rappelle d'un patient, je vais vous raconter cette histoire, un patient qui est assez vieux, 75 ans ou plus, mais qui était très conservé, donc le bled assez solide. Il est venu avec un BAV complet, à une fréquence que je n'ai jamais vu ça, une fréquence ventriculaire de 15 battements par minute. Très impressionnant. Mais il y avait une lipothymie, il y avait de l'asthénie, mais il n'a jamais syncopé. Avec une fréquence de 15. Alors 15, vous aurez fait quoi, un Touma? Son d'entraînement. Ah, 100, exactement. Il était trop lent, c'est trop inquiétant. On a mis une sonde, exactement. Donc, on a des nassas de caté, puis on déroule la sonde, on l'a allongée, on voyait sur le scope. Alors, le scope, c'est très impressionnant parce que vous avez un tracé plat. C'est un tracé plat, oui. J'ai déjà vu ça. Un tracé plat. Et ça revenait, hop, tracé plat, un QRS, tracé plat. Et donc, ça nous inquiétait parce que par moment, on croyait que c'était une asystolie, tellement il était lent. Et donc, on lui parlait pour être sûr qu'il est conscient. Oh lolo, Mohamed, ça va à la base? On va être assez plat. Il parlait pas, il répondait pas. Tu vois le QRS, 2 secondes après, il dit Alhamdoulilah. Il fallait attendre un battement cardiaque pour qu'il y ait assez de son cerveau pour qu'il puisse répondre. Il ne répond pas, QRS. Donc, Mohamed. Donc, c'était impressionnant. Pour ce patient, on a opté pour une sonde de steam, des nanosondes de steam. On l'a mis à 60, on l'a mis à service, il était mis à l'abri. Alors, au milieu de la nuit, il nous rappelle. قال لك المرض دخلتوه مقبلات ماهوش مليح. واش كاين؟ طلعنا له واش كاين؟ واش راك تحس؟ ضغط ما ضغطش؟ لا تسرعت ما تسرعت واش كاين؟ Devinez, présenter. Des palpitations. Des palpitations. Il s'était tellement habitué à des fréquences très basses que 60 pour lui, c'était trop. Donc, on l'a mis un petit peu à 40 et puis ça, c'est rentré dans l'ordre. Bien. Donc, une fois qu'on a mis la sonde de steam, qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors, juste une petite remarque.
l'examen, quand vous avez un BAV, mettez son de Steam. Là, parce que ça marche tout le temps. Les UPREL peuvent avoir une contre-indication, mais pas la sonde de Steam. À quelle heure donc là, je vais finir dans une demi-heure. Vous avez comme à l'après-midi, tu voulais là? D'accord. Ok. Bien. C'est bon, on continue? Oui. Très bien. Docteur, donc, oui. la mise de la... Pardon. La mise de la sonde, ça prend combien de temps, à peu près? Ça prend un quart d'heure, 20 minutes. Tant que les OPREL ont un effet genre immédiat, direct. On ne peut pas genre... Exactement, oui. On peut faire ça. Commencer par des UPREL, ensuite prendre le relais par une sonde de simulation. Très bonne remarque. D'accord, merci. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Donc, lorsqu'on met une sonde de Steam, on commence toujours par fréquence de 60, puis on la règle selon les symptômes du patient. Non, généralement, le patient doit rester au repos parce qu'il a une sonde de Steam. Il ne doit plus bouger, n'est-ce pas? Et donc, Oui. 60, c'est une fréquence qui est largement suffisante de repos. Ce n'est pas la peine de mettre plus. D'accord. D'accord? Oui. Bien. Docteur, s'il vous plaît, vous pouvez résumer les indications de la sonde et de les UPREL? Je n'ai pas bien entendu. Donc, c'est-à-dire, on a en fait un choix entre deux méthodes. La méthode médicamenteuse qui est l'Isuprel, qui est moins agressive mais moins fiable. Et on a une méthode qui est fiable et plus agressive, qui est la sonde de Steam. Donc, la sonde de Steam, je préfère la laisser pour les BAV complets les plus inquiétants. Et c'est quoi un BAV complet qui est inquiétant? C'est celui qui est symptomatique, c'est-à-dire syncopal. C'est celui qui a QRS large ou celui qui a une bradycardie extrême. Donc, si j'ai l'un de ces trois éléments, je préfère une sonde de Steam. Si maintenant j'ai un BAV polysymptomatique à QRS fin avec un foyer d'échappement relativement rapide, je peux dans un premier temps me contenter uniquement de l'Isuprel. C'est bon? D'accord. Bien, s'il y a une contre-indication à l'Isuprel, on passe directement à la sonde. On va à la sonde de Steam. Maintenant, tout m'a fait l'examen, puisque vous avez le choix des sondes de Steam parce que ça marche à tous les coups et vous ne tomberez pas dans le piège des contre-indications. D'accord, Donc, quelle étape comme BAV fait l'examen? Je te l'ai en urgence? Sonde de Steam. Sonde de Steam, bravo. Bien, donc vous avez mis une sonde de Steam, le patient est bien, vous l'avez mis à l'abri de syncope, hein, il ne va pas récidiver, mais qu'est-ce que vous faites maintenant? On cherche l'étiologie. Exactement, voilà. Une fois levé l'urgence, vous cherchez l'étiologie. Et vous allez faire quoi alors? Comment Dosage allez chercher l'étiologie? Dosage des troponines. Exactement. Donc, première des choses, d'ailleurs, il faut le faire immédiatement, préalablement des troponines à l'admission. Quand on fait les troponines, ça sert à quoi? Sur une syndrome coronarien aigu. Cardiopathie. Masqué par le BAV. Pour ne pas passer à côté. Exactement. Toujours, faites systématiquement les troponines. Donc, pourquoi? Pour deux raisons importantes. La première, c'est que vous ne devez pas passer à côté parce que vous priverez le patient d'une chance d'être revascularisé. N'est-ce pas? Oui. Deuxième des choses, parce que les syndromes aigus ST+, sont des causes, le plus souvent, réversibles. Aigu, réversible. Voilà. Et donc, si les troponines sont positifs, on attend, on ne se précipite pas à implanter un pacemaker et on attend pour voir si le pacemaker le BAV est réversible. Donc, on cherche l'étiologie. La première étape, c'est de faire un dosage de troponine. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Un ionogramme. Un ionogramme, exactement. Systématiquement, on fait un ionogramme parce qu'une hypercalémie peut donner un BAV complet. D'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'on peut donner aussi? Qu'est-ce qu'on peut faire? La notion de la prise médicamenteuse. Exactement. Donc, on cherche un petit peu dans les médicaments du patient. Il faut qu'il nous ramène tous les médicaments qu'il les prend. Et on voit s'il y a un médicament qui déprime la conduction nodale, la conduction infraicienne. Enfin, un médicament qui entraîne un trouble conductif. Donc, qu'est-ce qu'il prend? Les inhibiteurs calciques. Mais il prend du diltiazème. Oui. Est-ce que le diltiazème peut être responsable d'un BAV? Oui. Eh ben, Un bradycardisant. Oui. Ouais, c'est un bradycardisant et c'est un médicament qui fait quoi? Qui déprime la conduction nodale et donc à forte dose, il peut donner un BAV comment? Réversible. Un QRS fin réversible. Réversible. La première des choses à faire, enfin, pas la première, la deuxième, c'est de chercher tous les médicaments qui sont susceptibles de donner un BAV et les arrêter immédiatement. Il faut les arrêter immédiatement. D'accord? Bien. Et donc,
qu'est-ce qu'on fait? On arrête l'Isuprel et on voit si c'est réversible ou pas. Comment savoir si c'est réversible ou pas? S'il récidive pas. Voilà. C'est pas que non, il est toujours en BAV. S'il récupère ou pas. D'accord. Généralement, on attend 4 disparition des symptômes et à l'UCG, ça va. Exactement, ça va récupérer. Donc, on attend 4 demi-vies, n'est-ce pas? Et si après 4 demi-vies, c'est-à-dire que le médicament a été complètement éliminé, le patient est toujours en BAV ou il est toujours stimulé par la sonde, c'est que c'est une cause finalement définitive. Imaginons maintenant que le patient récupère. Là, c'était une cause réversible. Qu'est-ce qu'on fait? On éteint le boîtier, on enlève la sonde, puisque là, il a récupéré, et on lui demande de ne plus prendre de médicaments qui dépriment la conduction auriculo-ventriculaire. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Parfait. Alors, le bilan biologique, donc troponine négative, ça permet d'éliminer quoi? Le syndrome coronarien. Syndrome coronarien aigu, exactement. Donc, là, le ionogramme retrouve une calémie normale, 4.1. FNS, bilan inflammatoire, normaux. Très bien. D'un autre côté, une échographie retrouve un RAO calcifié avec un gradient VGA systolique moyen de 25 mm de mercure avec une bonne fonction VG. Alors, l'échographie confirme le RAO, mais est-ce que c'est un RAO serré? Non. Non. Voilà. C'est un RAO modéré. Calcifié. Parce que la syncope, elle n'est pas due à l'RAO. Exactement. Bien, parfait. Très bonne suggestion. Donc, question. Quelle étiologie au pluriel, encore une fois, retenez-vous? RAO calcifié. Alors, ça peut être RAO calcifié, exactement. Mais là, est-ce que c'est la sévérité du RAO qui a donné le BAV? Non, c'est l'écho des calcification, bravo. Donc, ce n'est pas parce qu'un RAO donne un BAV que c'est forcément un RAO serré. Hein. En fait, c'est le fait qu'il soit calcifié. Les calcifications débordent, il va y avoir une coulée calcaire qui touche le septum, qui calcifie le tissu de conduction et ça donne un BAV. Donc, première étiologie, RAO. Quoi d'autre? Deuxième étiologie, médicamenteux, puisque le patient était sous tildiazème. Exactement. Iatrogène, bravo, exactement. Troisième étiologie, dégénérative. Cause dégénérative. Exactement, puisque c'est un sujet âgé. Bien. Alors, comment savoir les 3 causes? Comment faire la part des choses? C'est très simple. Dans un premier temps, on va arrêter le diltiazème pour voir si le BAV persiste ou pas. S'il persiste, ce n'était pas médicamenteux, ce n'était pas iatrogène. S'il récupère, c'était iatrogène. C'est bon? Docteur? Oui. Mais on doit attendre assez longtemps, je dirais, pour savoir est-ce que le médicament... Je suis d'accord avec toi. On doit attendre 4 demi-vies. 4 demi-vies. Donc, on peut partir. Et si le médicament, ce n'est pas lui qui a donné le BAV. Donc, comme ça, on va plus allonger le diagnostic et on peut partir à tort. On commence par l'étiologie la plus facile, la plus simple. Voilà, c'est-à-dire pour retenir la cause dégénérative ou le RAO calcifié, il faut en fait éliminer les autres causes. Le diagnostic d'un BAV dégénératif est un diagnostic comment? D'élimination. Tu suis ou pas? Oui. Donc, on doit éliminer la cause iatrogène d'abord. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Comment éliminer la cause iatrogène? C'est très simple. Il y a une astuce qui marche à tous les temps, enfin à tous les coups, c'est le temps. Attendre. Donc, je vais lire la notice du diltiazème et il me dit que sa demi-vie est de 12 heures. 4 demi-vies, ça fait combien? 48 heures. 48 heures. Je vais laisser mon patient à l'ablation de style pendant 48 heures. Au 3e jour, après les 48 heures, je me présente et je lui fais un ECG. Si je trouve qu'il est toujours électrostimulé, toujours en BAV, ça veut dire quoi? Ça fait que c'est une autre étiologie. C'est pas le traitement. C'est pas iatrogène. Oui. Si maintenant je vois qu'il a récupéré, qu'il est en rythme sinusal et qu'il n'a plus besoin du boîtier, c'est probablement lié au diltiazème. Oui. Tu comprends? Oui.
Très bien. Maintenant, dis-moi, est-ce que c'est important de faire la part des choses entre une cause dégénérative ou un RAO calcifié? Oui. Non. Pourquoi non? Parce Non, que non, parce deux que c'est la causes même prise en charge. Les Les deux. deux sont irréversibles, exactement. Bravo, vous avez tout compris. Et donc, le but, c'est de faire quoi, finalement? Éliminer les causes réversibles. Voilà. Déjà, pour pouvoir les traiter spécifiquement, si ça nécessite, comme traiter une hypercalémie, comme traiter un sarcoma aigu. Et puis, pour ne pas se précipiter à planter un pacemaker. Vous avez compris le raisonnement? Oui? Oui. Oui. Parfait. Dites-moi oui, même si vous n'avez pas compris. Dites oui. 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 Parfait. Oui. Oui. Bon, le BAV persiste malgré l'arrêt du médicament durant 5 jours. Quelle solution définitive proposez-vous? Pacemaker. Pacemaker. Exactement. Voilà. Donc pourquoi? Parce que là, on est dans une cause, on ne sait pas laquelle, ça peut être dégénératif, ça peut être une coulée calcaire liée à son RAO, mais dans tous les cas, ben, c'est irréversible et donc on implante un pacemaker. Exactement. Un pacemaker, c'est quoi? Ben, c'est ça. Vous voyez le pacemaker? لا لا هذا سي هذا c'est le boîtier. البواتي. Oui, mais je n'ai pas de pacemaker, donc je vais essayer de faire passer ça pour un pacemaker. En fait, c'est un petit peu le même principe. C'est le même principe. On a pris ça, on a fait quoi? On l'a miniaturisé. On l'a doté d'une super batterie qui dure des années et on l'a transformé en ça. Donc, un pacemaker, c'est ça. Vous le voyez? Oui. Alors, il paraît gros, hein, mais finalement, il n'est pas plus gros qu'une main. Hein, voilà. Là, ça vous donne un petit peu. Je vais vous montrer une photo, c'est peut-être plus simple. Voilà. Vous voyez un petit peu le. En plus, c'est le même, presque. Vous voyez un petit peu la dimension d'un pacemaker? Oui. Très bien. Alors, mais ce boîtier-là avait besoin d'une sonde. Et donc, même le pacemaker va avoir besoin d'une sonde pour pouvoir stimuler le cœur. N'est-ce pas? Oui. Une sonde de pacemaker, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. C'est aussi un fil électrique. Alors, sauf que c'est un fil électrique qui est couvert de silicone. Alors, pourquoi c'est l'isolant, c'est le silicone? Moins trompé. Parce que c'est un matériau extrêmement biocompatible. Voilà, c'est-à-dire qu'il est très peu thrombogène et ça ne nécessite même pas de mettre un traitement anticoagulant, contrairement à une prothèse mécanique. Ce n'est pas du métal, n'est-ce pas? Et puis parce que le silicone, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de réaction de rejet du corps par rapport au silicone. C'est pour ça que, par exemple, les prothèses, on les fait en silicone, par exemple. On a tous compris. Bien. Et donc, cette sonde, remarquez, elle est un petit peu moins longue. Pourquoi elle est moins longue que la première? Parce qu'elle est plus près du cœur. Ben, parce qu'on va partir par Par la la subclavière. voilà, donc pas par la fémorale, et donc la distance parcourue va être plus courte, n'est-ce Oui. pas? Une dernière différence, remarquez la sonde de stimulation temporaire. Alors, je vais vous montrer un petit peu son bout. Alors, vous voyez son bout, il n'y a rien à l'extrémité. Hein? Pourquoi? Oui. Parce que et ça, il faut juste qu'on la pose sur le cœur pour qu'on puisse par la suite la retirer. Mais la sonde du pacemaker est une sonde définitive. Et donc, il faut qu'on puisse la coller au niveau du cœur. Il ne faut plus qu'elle bouge. Comment on peut la coller, à votre avis? En la fixant. Comment on va la fixer? دخلوها في المسك. On va la visser. Alors, regardez l'extrémité. Il y a une vis qui permet de faire quoi? Carrément la visser dans le myocarde. Alors, comment ça fonctionne? Chauffe-eau. C'est un système assez ingénieux. Et je vais vous montrer, j'espère que ça va être visible à la caméra. Bien. Hein, je vais peut-être rapprocher. Voilà. Vous voyez le bout de sonde? Oui. Très bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Regardez. La sonde, elle est là. À l'extrémité, il y a une petite manivelle. Je vais placer ma sonde au niveau du cœur, n'est-ce pas? Une fois placée au niveau du myocarde, je l'applique contre le myocarde. Une fois appliquée contre le myocarde, je fais quoi? Je tourne la manivelle de l'extrémité extérieure. Donc, ça, c'est à l'extérieur du corps. Et quand je tourne la manivelle, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir le bout de sonde. Vous voyez ou pas? Oui. Il y a quoi?
Il est sorti. Vis qui sort, exactement. Donc, et voilà, je peux la rétracter. Hop, la vis est rentrée. Vous voyez? Donc, je peux Oui. positionner là où je veux. Quand je trouve qu'il y a une bonne position, il suffit de tourner la manivelle et la vis sort de nouveau. Voilà, elle commence à sortir. Hop, vous la voyez sortir? Oui. Ouais. Et quand elle sort, elle va faire quoi? Elle va pénétrer au niveau du cœur et elle va être vissée. Ceci permet de la fixer définitivement. Pourquoi? Ben parce que pour éviter qu'un patient déplace sa sonde parce qu'il a bougé ou parce qu'il a couru. Pourquoi? Parce que c'est une sonde qui est définitive. Bien. Alors, comment on implante un pacemaker? Vous voulez que je vous l'explique rapidement? Oui. Oui. Ouais. On va mettre le patient sur la table en salle cathé puisque j'ai besoin de voir, n'est-ce pas? Alors, je vais par la suite inciser, faire une petite incision de de 2 à 3 cm sous la clavicule et je vais creuser une poche pour loger le pacemaker. Une fois créé la poche, je vais ponctionner quoi? La veine sous-clavière. Après avoir ponctionné la veine sous-clavière, je mets un cathé à l'intérieur et à travers le cathé, j'introduis une sonde. J'introduis cette sonde. Je vais la mettre, elle va rejoindre le tronc innominé, la veine cave supérieure, et je vais la mettre au niveau du VD. Une fois mise au niveau du VD, je vais tourner la manivelle et la vis va sortir pour rentrer dans l'épaisseur du cœur. Vous suivez? Comme ça, elle va être définitivement fixée. Je vais la tester. Donc, je vais être sûr qu'elle stimule bien. Une fois testée, je vais la relier au pacemaker. Voilà. Donc, voici la sonde. L'autre extrémité, il suffit de la relier, la connecter au pacemaker. Ensuite, il y a une petite vis qui permet de solidariser tout ça. Une fois vissée, la sonde est bien attachée. Je mets mon pacemaker à l'intérieur de la loge. Voilà. Je ferme, je suture et comme ça, tout l'appareil de stimulation devient interne. D'accord? Vous avez compris? Oui. Docteur, Oui. on la fixe au niveau de quelle cavité? Le VD. Pourquoi? Parce qu'il suffit de trouver n'importe quel endroit du ventricule, stimuler n'importe quel endroit et ça va de proche en proche vers le VD et le VG. Et puisque accéder par des veines, c'est plus facile que par des artères, je préfère partir par les cavités droites, c'est-à-dire ponctionner sous-clavière, une veine sous-clavière, aboutir à la veine cave, l'oreillette droite, le ventricule droit et la fixer là-bas. Docteur, Oui? il y a des pacemakers à plusieurs chambres. Exactement. Il y a des pacemakers double chambre. Voilà. Voici un pacemaker double chambre. Voilà. Donc, regardez la différence entre celui-là et celui-là. Alors, celui-là, il a un seul connecteur. Oui. Vous voyez? Alors que celui-là, il a combien? Deux connecteurs, exactement. Donc, il admet deux sondes. Deux sondes, exactement. Et ça sert à quoi un pacemaker double chambre? En fait, si on met un pacemaker avec une seule sonde, qu'est-ce qui se passe? Je peux stimuler le ventricule. Yak, la sonde. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours dissocié des oreillettes. N'est-ce pas? Oui. Oui, parce que c'est complètement indépendant. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux placer un pacemaker double chambre. Voici mon pacemaker. Il y a deux sondes. Une dans le VD, ça sert à quoi? À stimuler le ventricule. Et je vais mettre la deuxième sonde au niveau de l'oreillette droite. Elle sert à quoi cette deuxième sonde, à votre avis? Non pas à stimuler, mais à détecter les ondes P. Et donc, quand cette sonde détecte une onde P, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner l'information. Elle va patienter un petit moment. Pourquoi elle patiente un petit moment? Pour recréer l'intervalle PR. Et puis après cela, le pacemaker ordonne à la sonde ventriculaire de stimuler
VD, et après, j'aurai un QRS. Et donc, une onde P, intervalle PR, stimulation ventriculaire, QRS. Vous voyez, Donc, c'est pour éliminer la dissociation. Exactement. Et donc, vous remarquez que ça ressemble à un rythme sinusal normal. Vous suivez ou pas? Oui? Oui. C'est quoi l'indication d'implanter Alors, très dans ce rapide, je vous chambre-là? explique une chose. 2 secondes, d'accord? Voilà. Deux secondes. Voilà. Ça, c'est un pacemaker double monochambre. Hada, le tracé Hada, monochambre. Regardez, je stimule le ventricule, mais les ondes de P sont toujours dissociées. Alors que là, deuxième tracé, ça, c'est un double chambre. Alors, comment je le sais? Regardez ce qui se passe. Après une onde P, qui va être détectée par la sonde auriculaire, le pacemaker patiente un petit moment. Ensuite, il délivre un spike ventriculaire et ça entraîne un QRS. Vous voyez, vous avez une onde P, intervalle PR, stimulation ventriculaire. Et là, vous aurez toujours P, QRS, P, QRS. Et donc, il va un petit peu recréer le rythme sinusal. Vous me suivez? Docteur, Donc, c'est très rare. Donc, un double chambre, c'est mieux. C'est plus cher, hein, mais c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'en plus de stimuler le ventricule, il permet de faire quoi? De rétablir la synchronisation auriculo-ventriculaire. Oui. Donc, le seul moyen de différencier entre un ECG d'une sonde de style et un pacemaker à double chambre, c'est la dissociation. Exactement, exactement. Oui, mais bon, c'est pas entre une sonde de style en double chambre, mais c'est entre un double chambre et un monochambre. Ok. Ouais. Maintenant, tu ne peux pas distinguer entre un pacemaker externe monochambre et un pacemaker définitif monochambre. Ça donne le même tracé, puisque c'est le même principe. Oui, ok. C'est bon? Merci. Parfait, très bien. Est-ce que vous avez compris la technique d'implantation? Oui. Oui, Docteur. parfait. Oui. En quoi ça peut déranger la dissociation? Écoutez, par exemple, si le patient fait un effort, n'est-ce pas? Les ondes P s'accélèrent, il vaudrait mieux que le pacemaker s'accélère. Donc, si vous avez un double chambre, il va s'accélérer comme le ferait le rythme sinusal. C'est-à-dire que là, tu as par exemple un rythme, un double chambre, à une fréquence, parce que le patient est au repos, et donc la fréquence est de 60. Si le patient s'accélère, fait un effort, qu'est-ce qui se passe? Le pacemaker va suivre. Et là, tu auras quoi? Une accélération plus physiologique de la fréquence cardiaque à l'effort. Fahmteni? Donc, ça va suivre le rythme sinusal. Exactement. Ouais. Il est plus physiologique. D'accord. Docteur, donc on va demander aux patients qui portent un pacemaker de ne pas faire beaucoup d'efforts. Là, si tu mets un double chambre, non, pas du tout. Il peut vivre normalement. Non, un simple monochambre. Alors, un monochambre, c'est un petit peu moins bien. Alors, en fait, si le pacemaker peut aussi s'accélérer parce qu'il peut détecter les mouvements. Mais là, je ne veux pas trop rentrer dans les détails techniques, d'accord? Là, ça devient trop compliqué. Docteur, Oui. on fait ça en hôpital du jour ou comment ça se passe? Non, le patient hospitalisé, il fait sa procédure, elle est faite sous anesthésie locale, il reste 48 heures, il sort. 48 heures pour qu'on puisse s'assurer, la plaie est propre, ça a bien cicatrisé, ça commence à bien cicatriser, et puis que les cendres sont bien en place et qu'elles ne se déplacent pas. D'accord, merci. On contrôle après par un téléthorax, et sur le téléthorax, vous pouvez voir ici le boîtier, la sonde qui est connectée au boîtier, qui pénètre la sous-clavière, 24 supérieure, oreillette droite, oreillette gauche, et ventricule droit, et le bout de sonde, et au niveau du ventricule, il stimule le cœur. C'est bon? Oui. Très bien. Vous voulez voir une réelle procédure d'implantation? Docteur. Oui. Oui, vous avez le cœur solide ou pas? Chouïa. Vous n'allez pas syncoper chez vous? On est vagotonique, c'est. Hein?
Je suis vagotonique. Écoute, madame, ne vois pas, parce qu'il n'y a personne pour te réanimer. Hein. On ne peut pas te réanimer à Quitte distance. là. Ferme les yeux. Alors, on va essayer de voir ça. Bien, allez, vous avez la vidéo? Oui. Oui, alors on va voir et on va commenter en même temps. Non, pas encore. Ah, c'est bon. Oui, mais plus maintenant. Bien, j'y vais. Bien. Donc, là, remarquez, ça, c'est le médecin qui va faire l'intervention et c'est une ambiance de bloc. Hein. Il faut que ça soit fait dans des conditions d'asepsie extrêmement rigoureuses. C'est-à-dire que le médecin met une camisole, la table est stérile, il va désinfecter la peau, badigeonner et mettre des champs stériles. Alors, vous voyez le champ stérile? Oui. Oui, bien. Donc, là, c'est un petit peu la région sous-claviculaire. Et là, on commence par infiltrer par de l'anesthésie locale. Ça, c'est de la xylocaïne. Donc là, on insiste sur la clavicule, exactement. Et on va faire quoi? On va créer une poche. Une poche, ça, c'est un bistouri électrique. Hein. Donc, on crée une poche pour loger le pacemaker. Donc là, il essaie de repérer à l'écho la sous-clavière pour pouvoir la ponctionner. La veine, hein, là, il a ponctionné. Vous avez le retour. Voilà. Et là, il introduit quoi, là? La sonde. La sonde de pacemaker, exactement. Hop, et là, il fait quoi? La manivelle. Voilà, il est en train de la visser. Voilà. Vous voyez que là, elle se visse au niveau du cœur. Vous avez vu ou pas au niveau du cœur? Oh, oui. Ah, vous voyez la vis? Oui. Je vais remettre. Donc, il fait ça sous contrôle scopique. Hein. Ah, pardon. Voilà. Là, il est en train de visser. Et vous voyez le bouton de la vis là pour se visser au niveau du cœur. Ensuite, il va la fixer pour qu'elle ne bouge pas. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le deuxième. Deuxième. Donc, c'est un double chambre, là, c'est un monochambre. Double chambre. Double chambre. Et celle-ci, à quel niveau? Floréette. Loading. Ouais. Là, il est en train de tester pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Il connecte le pacemaker. Voilà. Il visse. Il va mettre le boîtier à l'intérieur de la poche. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suturer la plaie. Et donc, tout l'appareil et les sondes et le pacemaker est à l'intérieur. Donc, il va fermer plan par plan. Vous savez faire des sutures ou pas? Oui, je suis. Un peu. Et on finit par un pansement. Voilà. Donc, c'est ça un petit peu la procédure d'un pacemaker. C'est bon, vous avez compris? Docteur, mais pourquoi on l'a fait sous anesthésie locale alors que c'est très invasif? Ah, c'est pas très invasif. Qui t'a dit que c'était très invasif? Normal, c'est très normal. Si, on fait une incision, on creuse pour mettre le pacemaker, puis on voit la sonde. Oui, mais parce que le patient, finalement, ne sent rien. Parce qu'à l'intérieur du cœur, c'est complètement insensible. Le seul truc qui peut faire mal, c'est l'incision et la poche. Et quand on infiltre les tissus par l'anesthésie locale, ça suffit largement. C'est-à-dire, pourquoi vais-je faire une anesthésie générale en prenant le risque du nager alors que c'est une procédure qui peut être faite sous anesthésie locale? D'accord? Bien. Alors, en appelant clinique. Docteur, la durée de vie est un pacemaker. Dizaine d'années. C'est selon la consommation du patient et ça dure entre 6 et 10 ans, on va dire. En moyenne, 7-8 ans. D'accord. Il y a une alarme qui sonne. Alors, il n'y a pas d'alarme. On peut contrôler
on peut contrôler le pacemaker grâce à un programmateur. À travers des ondes Wi-Fi, on peut l'interroger, vérifier qu'il fonctionne, le reprogrammer s'il faut, et puis il va nous dire la batterie résiduelle. D'accord. Voilà, il estime même sa durée de vie résiduelle. Bien. C'est bon? Docteur, Oui. j'ai une cousine qui a un pacemaker et une fois, elle m'a dit il s'est déplacé. Et donc, La sonde s'est déplacée en fait, oui. oui. Donc, avec le moment où il était déplacé, ça marche pas. Ah, ça ne marche pas, ça peut ne pas marcher, exactement. D'accord. Donc là, il faut la réintervenir pour refixer la sonde. D'accord. Merci. C'est bon, elle a réglé son problème ou là? Oui, c'est bon. D'accord, très bien. Bien, donc, quelles sont les indications? On va implanter qui? Les gens qui ont une cause irréversible. Cause irréversible. Bien. Alors, est-ce qu'on implante tous les BAV complets? Irréversible. Irréversible. De cause irréversible. Alors, on implante les BAV complets symptomatiques ou asymptomatiques? Tout. Irréversible. Symptomatique et irréversible. Eh bien, symptomatique irréversible, c'est clair. Et maintenant, les BAV complets asymptomatiques irréversibles. Oui. Oui. Pourquoi j'implanterai un patient qui n'a rien demandé, qui est complètement asymptomatique, à votre avis? Et risque de faire une assistance. Le premier symptôme risque d'être une mort subite. Oui. D'accord? Et comme le premier symptôme risque d'être une mort subite, il faut que je l'implante. C'est trop Parce que je ne peux pas prédire quand est-ce que les symptômes apparaîtront. D'accord? Donc, souvenez-vous d'une chose, BAV complet, c'est une indication, un pacemaker, à condition que la cause soit irréversible, qu'il soit symptomatique ou pas. En anglais, on dit free symptom indication, c'est-à-dire quel que soit le symptôme, on implante. C'est bon? Oui. À l'inverse, est-ce qu'on implante un BAV de premier degré? Non. Non, c'est quelque chose de banal, ça n'évolue pas et donc ça ne nécessite même pas une prise en charge. Reste le BAV du deuxième degré. Est-ce qu'on l'implante? Ça dépend. Ça dépend. De la gravité de quoi? Cas par cas. De la gravité. Ça dépend du siège déjà. Si c'est un Mobitz 2, il est de quel siège? Pas. Infrahaïtien ou infrahaïtien. Est-ce qu'on l'implante? Infrahaïtien. Oui, est-ce qu'on l'implante? Normalement. Nodal, pas infrahaïtien. Non, si c'est un Mobitz 2, c'est les cellules sodiques. Et les cellules sodiques, c'est soit intrahaïtien, soit infrahaïtien. On implante. On implante. Quand on implante, des QRS larges. Non, c'est pas ça. Si ça touche le I, c'est les branches, c'est que c'est des lésions dégénératives. Sauf que les lésions ne sont pas assez sévères pour entraîner un BAV complet. Tout simplement. Mais comme c'est dégénératif et comme c'est infrahaïtien, à n'importe quel moment, les lésions peuvent évoluer pour donner un BAV complet. Et comme je ne peux pas prédire quand est-ce que ça va évoluer vers un BAV complet, et comme le premier symptôme du BAV complet risque d'être une mort subite, je ne peux pas prédire quand est-ce qu'il peut faire une mort subite. Vous me suivez ou pas? Et donc, j'implante d'une manière préventive. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. Si j'ai un BAV du deuxième degré type Mobitz 2, je sais qu'il y a une dégénérescence soit du IS, soit des branches, qui n'est pas sévère pour le moment, qui ne m'a pas entraîné un bloc complet, mais qui m'a entraîné un bloc du deuxième degré. Sauf que lésion dégénérative, c'est une lésion qui est comment? Évolutive. Donc, il peut évoluer vers un complet. Le problème, c'est que je ne peux pas prédire quand est-ce qu'il va évoluer vers un complet. Ça peut être demain, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans 10 ans. Et donc, est-ce que je vais attendre jusqu'à ce qu'il devienne complet pour implanter? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il peut devenir complet et que peut, à n'importe quel moment, se compliquer d'une mort subite. Vous me suivez? Oui. Très bien. Maintenant, si c'est un Mobitz 1, le siège est comment? Suprahaïtien. Nodal, voilà, suprahaïtien. Et bien là, ce n'est pas des lésions évolutives. Et ce n'est pas un bloc qui met en jeu le pronostic vital. Il n'évolue pas vers le complet. Donc, est-ce que j'implante? Non. Uniquement s'il est symptomatique.
Et là, je ne vais pas l'implanter pour lui sauver la vie, je vais implanter pour soulager les symptômes. Donc, je résume. En fait, vous avez le BAV premier degré, deuxième degré et troisième degré. Deuxième degré, il y a deux types. Mobitz 1, Mobitz 2. Donc, si c'est un troisième degré ou c'est un deuxième degré Mobitz 2, implantation systématique. À condition que la cause, bien sûr, soit irréversible. Mobitz 1, uniquement si symptomatique. Mobitz 1, BAV premier degré. Non, pas d'implantation. Ouais. C'est bon? Oui. Très bien. BSA, est-ce que j'implante? Non. Premier degré, non. Deuxième degré, troisième degré, uniquement si symptomatique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de risque de mort subite. Rappelez-vous, le BSA est moins grave que le BAV. Mais dans ce cas-là, j'implante quoi? J'implante un pacemaker double chambre. Donc, le but maintenant, quand j'ai un BSA, c'est de faire quoi? Stimuler l'oreillette. Vous me suivez ou pas? Oui. Ouais. Et donc, ça, c'est un pacemaker qui a été implanté pour quelle raison? Un BSA. Un BSA, puisque là, j'ai des spikes, n'est-ce pas? Avant de quoi? Stimule L'entrée, l'oreillette. Exactement. Voilà. Et l'entrée se transforme au ventricule pour donner un QRS. Généralement, on met un double chambre. La donne un pacemaker, il vaudrait mieux qu'on mette double chambre. Pourquoi? Parce que celui qui a fait un BSA, à n'importe quel moment, il peut faire un BAV. Hein. Donc, puisqu'il a un pacemaker, autant rajouter une sonde et le mettre à l'abri de BAV. Docteur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter les indications du BSA? Bien sûr. Merci. Bien. Donc, je vais tout répéter. BAV premier degré, on implante jamais. BAV du deuxième degré, ça dépend. Si c'est un Mobitz 1, on implante s'il est symptomatique. On implante. Si c'est un Mobitz 2 ou un BAV complet, on implante systématiquement. C'est bon? Oui. BSA du deuxième, troisième degré, on implante uniquement s'ils sont symptomatiques. Voilà. Docteur, si on a un BAV ou bien un BSA du premier degré, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse? BAV du? BAV ou BSA du premier degré? Rien, on fait rien. Donc, BSA premier degré, déjà, on ne peut pas diagnostiquer sur le cas de cancer, si vous vous rappelez. Oui. Et si j'ai un BAV premier degré, je ne fais rien. Il n'y a aucune surveillance. Je ne lui dis même pas. Oui, d'accord. Quelque chose de banal. Docteur, s'il vous plaît, Oui. pour le BAV deuxième degré de haut degré, qu'est-ce qu'on fait? Ben, kiff. Généralement, le haut degré, c'est un Mobitz 2. Et un Mobitz 2, qu'est-ce qu'on fait? On implante systématiquement. Le haut degré, peut-être Mobitz 1. Non, c'est très rare. C'est bon? Merci, docteur. Merci. Allez, dernière question. Dernière question, on finit avec ça. Le patient reconsulte pour récidive syncopale. Quelle est la première cause à craindre? Déplacement d'une sonde. Exactement. Le déplacement. On appelle un dysfonction de pacemaker. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on suspecte un dysfonctionnement de pacemaker ou un déplacement de sonde? Réintervenir. Voilà. Confirmer ça. Comment on peut confirmer ça? Un téléthorax. Un téléthorax ou un ECG. Oui. Voilà. ECG, la disparition des spikes. Les spikes ne disparaissent pas, mais elles deviennent comment? Inefficaces. Donc, est-ce que ce pacemaker, le tracé que vous voyez là, est-ce que le pacemaker dysfonctionne? Oui. Oui. Pourquoi il dysfonctionne? Il y a des spikes qui ne sont pas stimulés. Qui n'ont pas donné des QRS, donc ils sont celui-là, par inefficaces. exemple, n'a pas été suivi de QRS. Oui. Voilà. Et donc là, probablement que la sonde ne touche plus la paroi. Est-ce que celui-là était efficace?
Le dernier. Mais il a Non. donné un QRS. Non. Non. Non, Non, pourquoi non, non? parce qu'il y a un Pas autre de PEP. QRS. Mais un QRS derrière. Mais j'ai Il y a pas un autre compris. PEP, ça. C'est un autre C'est PEP le qui a été QRS transmis. fin. Et un Oui, spike est censé toujours donner un QRS. Large. large. Parce que c'est du proche en proche. Voilà. Et donc, ça, c'est en fait l'endopée qui a conduit, hein, et non pas le spike. Ouais. Et donc là, il y a quoi? Dysfonction de pacemaker, déplacement de sonde, auquel cas on doit réintervenir pour replacer la sonde dans un bon endroit. Fin du cas clinique. Je vous remercie. Docteur, j'ai une question. Vas-y. Après décès du patient porteur d'un pacemaker, Hein, on doit le retirer. normalement, oui. On ne le fait pas systématiquement, c'est un tort. On devrait toujours le retirer. Pourquoi? Parce que ça pollue en fait la terre. Hein. Non, c'est en cas d'incinération. Oui, mais on n'incinère pas. Si, tu aimerais être incinéré une terre. Là, c'est pour les pays où ils incinèrent. Ah, Là, c'est pour créer une ils enlèvent explosion. systématiquement, exactement. Ils enlèvent tout, hein, les prothèses mécaniques, les pacemakers. Voilà. Mais même nous, on est censé enlever les pacemakers. On ne doit pas enterrer les patients avec parce que ça contient des métaux lourds et ça pollue la terre. Voilà, merci. Docteur, s'il vous plaît. Dis-moi. S'il vous plaît, donc juste pour me mettre dans la plaque, le BAV deuxième degré, il doit être soit Mobit 1 ou Mobit 2. Dans le Mobit 2, il y a soit le Mobit 2 normal ou bien le haut degré. C'est ça? Non, il n'y a pas le Mobit 2 normal. Il n'y a pas le Mobit 2, non. Quand le Mobit 2 s'accompagne de 2 ondes P successivement bloquées, ça devient un haut degré. Et c'est un cas particulier du Mobit 2. D'accord. Et le haut degré, c'est le 3 pour 1, 4 pour 1, 5 pour 1, c'est ça? Alors, oui, un 3 pour 1, par définition, c'est un haut degré. D'accord, merci. Il peut être un haut degré sans que ça soit forcément 3 pour 1, 4 pour 1. D'accord, merci. L'essentiel, c'est qu'il y ait 2 ondes P successivement bloquées. Ça, c'est pas le plus important. Hein. Et le N pour N-, c'est-à-dire par exemple 4, 3. Ça, c'est le 20 payback. Ça, c'est le Mobit 1. 20. Voilà. D'accord. Le 1, c'est 5 pour 4, 3 pour 2, etc. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Docteur, Oui. alors pourquoi on met un pacemaker monochambre alors que le double chambre est plus performant? C'est une question de coût. Tu te souviens de la pub? S'il y a mieux, mais c'est plus cher. Donc, oui, un mais pacemaker monochambre coûte à peu près 7 millions de centimes, 70 000 dinars. Et un double chambre coûte à peu près 11-12 millions. Donc, ce n'est pas le même coût. Mais c'est plus sûr. Ce n'est pas plus sûr, c'est plus physiologique. C'est plus physiologique. Voilà, mais c'est plus cher. Donc, à toi de savoir sur quoi tu vas investir. Docteur. Sur le plus physiologique. Oui. Quelle est la conduite à tenir devant un bloc de branche de premier degré? On ne peut pas le laisser comme ça. Un bloc de branche, alors je ne vais pas te répondre tout de suite. Je vais répondre plus tard, Inch'Allah, quand on fera un cas clinique là-dessus. D'accord? On fera un cas clinique sur les blocs de branche et sur les hémiblocs. D'accord. Voilà. Docteur, j'ai Oui. une question hors trouble conductif. Je peux vous la poser? Bien sûr, mais ça reste la cardiologie ou la hors cardiologie? Oui, bien sûr. D'accord, ok, tu m'as fait peur. Vas-y. Quelle est l'indication des cas en post-IDM? C'est-à-dire, dans quel cas on donne du Syntron pour une personne qui a fait un ST+? C'est quand tu as un Parce que ça ne thrombus. fait pas partie du traitement. On donne en post-infarctus uniquement si tu as un thrombus intra-VG ou s'il y a un anévrisme du VG. D'accord. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Docteur, pour la sonde de stimulation triple chambre, quelle est l'indication?
Ça aussi, on va en parler quand on fera un cas clinique là-dessus. Donc, ça ne fait pas partie de la simulation, mais du cours de l'insuffisance cardiaque. D'accord. Merci. Docteur, Oui. Mhm. Ah, d'accord. Ouais. Là, ok, merci. C'est bon? docteur, Oui. mais j'ai une question en dehors aussi. En ce qui concerne par le basique, on avait parlé d'utilisation du clopidogrel avec des inhibiteurs peptoniques et ils disent qu'il y a une interaction entre les deux qui fait que les inhibiteurs peptoniques font diminuer l'efficacité de clopidogrel. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est controversé. C'est pas réellement prouvé. D'accord. On continue à les utiliser normalement. Genre, ou bien il y a une différence entre les inhibiteurs peptoniques associés avec le clopidogrel, par exemple oméprazole ou bien, je sais pas. Si, oui. En fait, c'est un problème qui concerne l'oméprazole, mais encore une fois, c'est pas clairement démontré. D'accord. On peut utiliser d'autres inhibiteurs de la pompe à protons qui, eux, ne posent pas le problème. Bien, c'est bon? Alors, à quelle heure vous reprenez? Parce que vous avez encore un cours, hein? Il est quelle heure là? Pratiquement midi et demi, on va dire? D'accord. D'accord, très bien, parfait. Alors, pour moi, c'était un petit peu la dernière séance avec vous, hein, sur Zoom. J'espère qu'on pourra continuer après après la reprise de l'année universitaire. Donc, finalement, on a pu finir le programme, hein. Si vous faites le dernier cours, le programme, on l'a fini. En Canada, on va être très à l'aise les 2 semaines en présentiel et on fera uniquement, Inch'Allah, des cas cliniques de révision. On essaiera de faire un cas clinique pour chaque CPC, CPC, pour chaque pathologie, Inch'Allah. Voilà. Écoutez, je vous remercie tous. J'aimerais remercier une personne en particulier. C'est votre délégué. Tazi, tu es là? Oui. Merci. Merci beaucoup pour ce que tu as fait. C'est grâce à elle. Hein, c'est elle qui nous a proposé le logiciel Zoom en premier. Tu te rappelles ou pas? Oui. Merci à vous. Merci de nous avoir instruits surtout. Hein. Parce qu'on Merci. était très en retard sur ça. Voilà, ça nous a permis au moins pas d'avoir un stage parfait, mais au moins de rafistoler un petit peu. Et puis, j'espère qu'on disposera réellement des 2 semaines de révision. Ben, écoutez, je vous souhaite bonne continuation à tous. On va reprendre à midi et demi avec peut-être le dernier cours. C'est vrai qu'on n'a pas laissé un peu le meilleur pour la fin, mais c'est pas grave, c'est pas encore la fin. Il y aura toujours les cas cliniques de révision. Alors sur ça, vous êtes en vacances déjà ou presque? Presque. Presque en vacances, donc, mais là, presque bonnes vacances et puis à une prochaine fois, Inch'Allah. Allez, bye bye. Merci. Inch'Allah, amin, Inch'Allah. Merci, docteur. Allez, au revoir. Merci. Au revoir.